Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver sur votre émission Sport Plus. La célébration spéciale au Bénin de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix va s'achever dimanche prochain avec une grande marche. Plus de détails avec le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Vinakmo-Minavoa, dans cette émission. La Vitalor Ligue 1 suit son cours avec le chassé-croisé entre les différentes équipes et les récriminations sur les décisions des hommes en noir. Nous vous donnerons plus de précisions lors de la 27e journée disputée hier mercredi 1er mai. Esaïe Football Club a ramené un point de son déplacement à Dangbo. Beke de Bembereke a raté l'opportunité de mettre la pression au leader Buf FC du Borgou. Et nous sommes à 50 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Les pays qualifiés se préparent pour mieux compétir en juin prochain. Le Bénin ne reste pas en marge de cette actualité. Et plus de détails dans cette émission. D'autres informations pêle-mêle au plan national comme à l'international viendront enrichir cette émission. Nous allons analyser, décrypter et décortiquer toutes ces actualités avec René-José Sagbo, directeur du site d'information jipsportbenin.com. Bonjour René. Bonjour Laios, bonjour aux amis téléspectateurs et merci de vous retrouver. Anou Akakpo, journaliste sportif à KPFM, une radio de Cotonou. Bonjour. Bonjour Larios, bonjour aux téléspectateurs et internautes. Tout de suite, place à l'actualité. Lancée le 5 avril dernier, la célébration spéciale de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix va se clôturer dimanche. Face aux hommes des médias, le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, a fait le point des activités menées au cours du mois de cette célébration. À quelques jours de la dernière manifestation qui va clôturer notre mois de célébration du sport au service du développement et de la paix, nous pouvons nous satisfaire d'avoir fait œuvre utile. Cette initiative nous a permis d'avoir à nos côtés des partenaires comme le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs, et la Fondation pour la défense des droits humains, AHR Foundation. Des messages dans les médias, aux séances et rencontres avec les acteurs comme les enseignants, les étudiants, les artisans, etc., sont à mettre à l'actif de cette initiative qui sera améliorée les années à venir afin que cela rentre dans nos habitudes de célébrer le sport au service du développement et de la paix, non pas le 6 avril de chaque année seulement, mais aussi et surtout chaque jour de chaque année. L'objectif, c'est de nous convaincre et de convaincre notre entourage que nous avons de bonnes raisons de pratiquer une activité physique et sportive. Oui, nous devons faire du sport à cause des bienfaits de l'activité sportive sur le plan physique, sur le plan mental et surtout sur le plan social à cause des valeurs éducatives du sport et des liens sociaux qu'il crée. Le sport, qu'on le veuille ou non, transmet des valeurs d'amitié, de solidarité, de courage, de sincérité, d'honneur, de modestie, de respect, de contrôle de soi, de politesse, etc. De manière générale, le sport reste pour les jeunes une incroyable école de vie. Et c'est le baron Pierre de Coubertin qui nous enseigne en cela que le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté
pour la vaincre. Restons avec le président Julien Minavoa qui présente le programme de la grande marche prévue le dimanche prochain qui va prendre départ du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. En 2019, le Bénin, notre pays, est en train de vivre une situation particulière. Du fait des élections législatives, ne nous voilons pas la face. La tension est continue, et la tension est vive sur le plan social et politique. C'est pour cette raison que le Comité national olympique et sportif béninois a décidé de ne pas passer sous silence la journée du 6 avril. Cependant, il convient de préciser que si nous faisons et bouclons notre célébration juste pour le compte de la seule journée du 6 avril, il n'est pas évident que cela suffise pour ériger dans les cœurs et les esprits de nos concitoyens les murs et les remparts contre les débordements pouvant déboucher sur des affrontements inutiles. Ce questionnement nous a amenés à penser dans un premier temps à une quinzaine, puis ensuite à un mois de célébration du sport au service du développement et de la paix. La dite célébration a commencé le 5 avril par son lancement sur les antennes de la radio nationale. Elle s'achève le 5 mai 2019 par la grande marche à laquelle sont conviées toutes les composantes de la nation béninoise. La dite marche, qui sera lancée à 7 heures, va suivre l'itinéraire suivant. Stade de l'Amitié, Carrefour Toyota à Kousombo, Carrefour La Vie, Carrefour à Gontikon, Étoile Rouge, retour vers le Stade de l'Amitié en reprenant par le Carrefour à Gontikon, le Carrefour La Vie et le Carrefour Toyota à Kousombo. La marche, qui va démarrer rigoureusement à 7 heures du Stade de l'Amitié, va y revenir pour y prendre fin après quelques exercices de fitness qui seront dirigés par les techniciens de la Fédération béninoise de gymnastique. Quelques messages sur les vertus du sport seront délivrés et les manifestations prendront fin avec l'espoir que l'acte posé par le mouvement sportif national portera ses fruits. Et en cette période tendue au Bénin, surtout à Cotonou, nous vous invitons à méditer cette citation de Bernard Arcan, tirée de son livre « 15 lieux communs ». Le sport mesure la valeur humaine en millimètres et en centimètres de seconde. Méditez-la chaque jour pour que le Bénin puisse retrouver tout son calme. Maintenant, passons à l'actualité du football au plan national. Commençons par le match nul et vierge obtenu ce mercredi 1er mai 2019 à Tangbo par Esae Football Club et contre l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Sur une aire de jeu impraticable pour l'expression du football, tout simplement du beau football, la formation universitaire s'est remise à son capitaine et dernier rempart Marcel Dandinou. Voici le résumé de la rencontre.
Suivons à présent la réaction du capitaine Marcel Danguinou à la fin de la rencontre. D'abord, c'est un sentiment de joie parce que vous avez vu l'état du terrain et ce n'est pas notre jeu. On n'était pas habitué à jouer de cette manière. C'était difficile de déposer les balles et jouer. Et donc, on a fait un déplacement avec un match nul. C'est très très important. J'ai fait le grand jeu, je sais. Et c'est mon travail. Je suis là à cause de ça et je l'ai fait. Alors, je rends grâce pour ce match nul. Du côté des locaux, c'est la grande déception au coup de sifflet final. L'ASVO n'a gagné aucun match depuis l'entame de la phase retour. Roger Janvier Enama, qui a pris en temps la place de Ibrahim Da Silva sur le banc de touche, ne comprend plus rien. Les enfants ont tout donné, mais on n'a pas pu marquer le but pour avoir les 3 points. Ça fait 4 matchs nuls d'affilée et j'ai mal parce que nous méritons nettement la victoire d'aujourd'hui parce qu'on a maîtrisé le match du début à la fin. Mais hélas, toujours pas de but. Je ne comprends pas, je suis confus, je ne comprends pas, j'ai jamais eu ça. Je ne perds pas espoir, je pense que nous allons nous retirer pour travailler et aller faire le match contre Énergie à Cotonou. Et j'espère cette fois-là que ça sera la bonne. Les Buffs FC du Borgou sont au repos pour le compte de la 27e journée de la Vitalor Ligue 1 qui a démarré ce mercredi. Mais son dauphin, BKFC de Bemberek, n'a pas profité de ce repos du leader pour revenir à une unité de la première place. Retrouvons René-José Sagbo pour découvrir les autres résultats des matchs disputés hier. Merci. Il faut dire que du côté de Boycon, Tonnerre a enregistré sa deuxième défaite en perdant à domicile 2-0 face aux Panthères de Djougou. Du côté du stade René Pleven, l'équipe de l'association sportive du port autonome de Cotonou a été surprise sur ses propres installations 2-0 face à Énergie Football Club de la SBE. Du côté de Missérété, 0 but partout entre Assos et Dynamo d'Abomey, tandis que Aïma a battu la JSP par le score de 2-0. Il faut dire tout simplement que ce sont les rencontres qui ont été disputées hier et qu'aujourd'hui, nous avons 2 rencontres qui se disputent en ce moment, notamment Avranco Omnisport Jacques du côté de Missérété et du côté du campus UPI-UNM Soleil. Oui, en entendant l'issue de ces 2 derniers matchs, le classement provisoire se présente encore? Pour le classement provisoire, nous avons les Buffles qui sont toujours en tête malgré le repos, 45 points plus 14, suivi de Béké, 42 points plus 11. Bonne opération pour les Panthères qui remontent au classement 3e avec 39 points plus 4, suivi des Dragons, 35 points plus 4. Dans le bas du tableau, nous avons toujours Asvo, UPI, ONM et Soleil qui se battent pour sortir de la zone de relégable, des relégables, tandis que Énergie a pu sortir de cette zone grâce à sa victoire face à Aspac, désormais 29 points, goal différentiel 0, tandis que Avranco Omnisport se retrouve dans cette zone relégable, 15e, 28 points, 0. Rappelons que Buff FC du Borgou et l'AS Dragon de l'OME sont au repos pour le compte de cette 27e journée. Les affiches de la 28e journée, toujours avec vous, René. Mais pour la 28e journée, nous aurons déjà le samedi prochain du côté du campus d'Abomey-Calavi, Asvo qui va tenter de renouer avec la victoire face à Énergie en quête de points. Ça serait à 16h. Du côté du stade René Pleven, ESAE Football Club affronte Aspac. Du côté de Kobe, nous aurons la jeunesse sportive de Kobe qui reçoit Avranco Omnisport, tandis que Jacques recevra Ayema en 2e heure du côté d'Akpakpa. Le dimanche, nous aurons au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau Azos qui serait l'hôte des Dragons de l'Emé, a craqué les Buffles, effectué un déplacement difficile face à l'US Craqué. Du côté du campus d'Abomey-Calavi, les Panthères de Djougou affrontent UPI-ONM, tandis qu'au stade René Pleven, nous aurons Tonnerre qui serait l'hôte de Soleil Football Club. Oui, intéressons-nous à présent à une pratique peu ordinaire dans le championnat national de première division ou dans les championnats nationaux de première division. Anouakabo, vous pouvez deviner?
déjà de la pratique dont nous allons parler tout à l'heure. La dissuasion des ballons ou l'arbitrage? C'est à côté. Vous allez comprendre tout de suite. Le stade Omnisport de Zakota est réputé hostile pour les clubs visiteurs quand ils accèdent à l'enceinte par le portail. Ça vous rappelle quelque chose? Il faut escalader les murs pour ne pas perdre. C'est ça même. Et alors, joueurs et entraîneurs prennent le mur, comme vous l'avez dit, pour éviter le supposé gris-gris mis au portail pour battre les adversaires. Est-ce que l'observance de cette recommandation, est-ce que c'est cette façon de faire la dernière fois lors de la 25e journée qui a permis à USAE de battre les locaux? Nous avons posé la question à l'entraîneur Richard Biot et son capitaine Marcel Dandinou. Suivez-les. Oh oui, bon, le mur marche. De toute façon, comme tout le monde a pris par le mur, il fallait prendre par le mur, ce que j'ai fait. Et puis bon, les autres ont toujours pris le match. Moi, je viens avec une victoire. Ce n'est qu'une satisfaction. C'est-à-dire que demain, si vous devez jouer encore ici, vous prenez le mur? Je crois. Je vais toujours prendre le mur. Je ne dirais pas que Sébastien n'a pas pris par le portail qu'on a gagné, mais c'est Dieu qui a fait et puis on a gagné. Oui, demain, si vous devez jouer encore ici, vous allez prendre par le portail? Je ne saurais le dire. Dynamo a-t-il vraiment installé quelque chose au portail afin de gagner facilement ses adversaires? Moukaila Yessoufou, l'entraîneur de Dynamo d'Abomey, refute et qualifie ces affirmations de mythes. Non, pratiquement, nous, ce qui est plus difficile pour nous, c'est que nous jouons tous nos matchs à l'extérieur. Zakota n'est pas à Abomey. Zakota, ce n'est pas à Abomey. Ce n'est pas notre terrain. On nous a contraint à jouer parce que notre terrain est en réflexion. On ne peut que jouer à un terrain qui est à proximité de notre localité. Mais Zakota, c'est comme un terrain neutre pour nous. Mais moi, ça m'étonne que les gens, à chaque fois que les gens viennent, mais les Dragons ont passé par le portail, ils ont failli nous gagner. Et les gens n'ont pas le portail, mais ils nous ont gagné en face d'aller. Mais je pense que c'est un mythe. C'est quelque chose que les gens ont inventé comme ça. Moi, peut-être qu'actuellement, ça marche pour les gens, mais je sais qu'il y aura des équipes qui vont passer par le mieux, on va les gagner ici. Avant la fin du championnat, ça va arriver, c'est sûr. Vous pouvez compter sur moi. Rien n'est au portail, je vous en prie. Rien n'est au portail, vous pouvez le croire. Rien n'est au portail. Parce que nous, on passe par le portail. Nous, on n'est pas à Zakota, nous, on passe par le portail. Mais pourquoi les gens ne veulent pas attendre et quand on vient là, ils se mélangent à nous et puis ils rentrent avec nous? S'il y a quelque chose là, c'est pour nous tous. Ou bien, on a fait ça pratiquement pour le nom. Moi, je ne sais pas. En tout cas, le football a dépassé au niveau. Il faut qu'on cesse. Quand on parle de quelque chose, c'est quoi au juste? Moi, je ne sais pas. C'est ceux qui prennent le mur, c'est ceux qui prennent le mur qui doivent nous expliquer ce qu'on leur a dit. Il faut qu'ils vous expliquent, rapprocher ou deux, ils vont vous expliquer ce qu'on les a dit. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mythe ou réalité, 3 jours après cette défaite sur leurs propres installations, les joueurs de Dynamo d'Abomey ont battu Soleil 4-1, malgré que les protégés de Jonas Bidé ont pris par le mur plutôt. Défaite, comme je le disais, 1 but contre 4. Et c'était les coulisses de la Vital'Or Ligue 1. Nous passons à présent à la Ligue 2 et c'est Arnaud Akapo qui nous y conduit. Exactement, Larius Adjagben, il faut dire que la Vital'Or Ligue 2 était également à la 27e journée. Pour cette journée-là qui a eu lieu, Espoir de Savalou était aux prises avec l'AS Cotonou 2-1 pour le club de Savalou. Entente a été dominée par Kanké 1-0. 1-0 également pour Requin en déplacement chez l'UNB. La GSA a été battue par Cavalier 2-0. Delta Mamba Noir 3-1 pour le club de Delta. Dadje a écrasé GSO 5-1. 3-1 pour Dynamique de Djougou devant Zazira également. Défaite de Tanika, 1-0 devant Real Sport de Parakou qui conforte sa première place. Il faut dire que le match Aestado Rodio n'a pas pu aller à son terme. Ça a été arrêté pour contestation des décisions arbitrales. Le score était à 0 partout. Merci à vous. Nous passons à présent à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte en 2019. Le coup d'envoi de la compétition sera donné dans moins de 2 mois, à l'instar de l'équipe nationale du Bénin.
les journalistes sportifs béninois affûtent également leurs armes. Venus au Bénin dans le cadre de la 9e édition du tournoi international des centres de formation de football TIC 2F, Lamine Badian, directeur de la communication de FIBA Afrique, et Franck Simon, journaliste à France Football, ont profité pour partager leurs expériences avec leurs confrères béninois lors d'une séance d'échange à bâton rompu. C'était du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo le vendredi dernier. Suivons-les à la fin de cette séance d'échange. C'est vrai que ce qui était important, c'était échanger par rapport à une compétition que je connais bien, une compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations, que j'ai pu couvrir à partir de 1986, et c'était tout à fait normal que je partage mes impressions avec les petits frères qui vont y aller, qui certains vont découvrir. Donc il était important de leur donner des conseils pour leur dire voilà comment ça va se passer, surtout que c'est en Égypte où c'est un pays quand même assez particulier, où les difficultés peuvent se faire, peuvent avoir des difficultés. Et donc c'était essentiel de pouvoir partager avec eux certaines expériences. Quand les journalistes béninois vont se trouver sur un sol étranger, en l'occurrence le sol égyptien, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, entre le 21 juin et le 19 juillet, il revient à eux de bien représenter en fait la presse sportive de leur pays, mais aussi le pays. Il faut avoir un comportement digne des valeurs, je pense, du Bénin, ne pas se comporter en supporter, ne pas venir avec des maillots au stade, ce genre de choses. Voilà, se respecter, c'est aussi respecter le public béninois, c'est aussi respecter les confrères ailleurs. Bon, être digne en fait de la qualification de son équipe nationale. Eux, ils se sont qualifiés et vous êtes là pour les médias pour témoigner en fait de ce ils vont accomplir sur le sol égyptien. Ensuite, que les journalistes béninois soient fiers, aient envie d'encourager, ce n'est que naturel. Comme moi pour l'équipe de France, je vais les encourager, je serai heureux. Mais il faut garder une petite distance, ne pas se substituer au rôle de supporters. Les supporters, ce sont les gens qui sont ici devant leurs écrans ou ceux qui sont dans les stades en Égypte. Nous sommes là pour témoigner, nous sommes des gens qui sommes là pour témoigner, les journalistes aussi, pour rapporter les faits, pour les restituer, pour analyser ensuite. Et c'est ce qu'on attendra, je pense, des médias, des différents médias du Bénin. Je pense qu'ils seront tout à fait aptes à le faire. Ils ont du vécu. Certains auront le bonheur de découvrir pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et à cela, je souhaite évidemment une bonne découverte, une bonne arrivée sur le sol égyptien. Et puis ensuite, si l'équipe du Bénin va loin dans la compétition, je pense qu'ils seront très heureux à la fin des matchs de fêter entre eux, de festoyer un peu entre eux. Ils auront le temps de le faire. Et c'est ça aussi le bonheur, c'est d'échanger. Ils le feront avec d'autres médias, les médias des pays, des 23 autres pays qui seront présents. Profiter de cette plateforme exceptionnelle qu'est la Coupe d'Afrique des Nations pour échanger avec les médias d'autres pays, collaborer, partager des choses, des expériences, pour ensuite, le moment venu, se retrouver ici au Bénin ou ailleurs. La semaine prochaine, les journalistes sportifs béninois vont suivre un autre séminaire, toujours dans le cadre de la meilleure couverture de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. René Sagbo, dites-nous un peu sur ce séminaire de formation qui s'annonce. Merci. Il faut dire que dans le cadre de lancement de ces activités en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, vous l'avez dit, prévu du 21 juin au 19 juillet prochain, le réseau des journalistes envisage d'outiller les professionnels des médias, de la plume sportive bien sûr, en prélude à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est notre confrère togolais, rédacteur en chef de Africa Top Sport, qui serait à Cotonou. Je veux parler de Steven Lavon, qui serait à Cotonou pour échanger avec les confrères et donner quelques grandes lignes de recommandations indispensables, bien sûr, pour la participation des confrères béninois à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et ceci va prendre en compte d'abord la période pré-accréditation, la période d'accréditation, l'avant-départ, le séjour en Égypte et l'après-séjour, bien sûr, parce que nous avons aussi l'étape entre les rencontres
du Bénin et leur adversaire, comment les journalistes devront se comporter, etc. Tout ça serait passé au pain fin par Steven Lavenne, qui est désormais aussi journaliste au niveau du SIA de la Confédération africaine de football, qui pourra nous apporter beaucoup plus d'éléments à la veille de cette compétition où déjà les accréditations ont été lancées. Ça serait une bonne occasion pour lui de nous apporter quelques informations de ce côté-là aussi. Et c'est pour le vendredi 10 mai prochain du côté de l'auditorium Marius Francisco du Stade de l'Amitié, Général Mathieu Kéhékou. Merci. Et avant de continuer, pour un petit retour sur le TIC 2F pour parler du vainqueur, c'est Soncel du Nigeria qui a remporté la 9e édition devant Mbarakou du Mali. Et il faut dire que les représentants béninois, il s'agissait de l'Académie Poté Joseph, vainqueur de la précédente édition de Alodo Sport et du centre Kalala de Djougou, n'ont pas pu atteindre l'étape finale, l'étape finale de cette 9e édition. Et il faut dire que les observateurs ou les recruteurs qui ont été du côté du stade Charles de Gaulle repartent du Bénin avec un coup de cœur pour la jeune formation du centre Kalala. Nous y reviendrons. Et parlant de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les équipes sont fixées sur leur sort depuis le 12 avril dernier. Le Bénin va évoluer dans le groupe F aux côtés des champions en titre, les Lions indomptables du Cameroun, des Black Stars du Ghana et des Lycaons de la Guinée-Bissau. Et on annonce 2 matchs amicaux en juin prochain. La première rencontre amicale sera face à la Guinée le 11 juin et la seconde rencontre face à la Mauritanie, c'est le 18 juin. Même s'il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce propos, 3 matchs amicaux, la Tunisie, mais il n'y a rien d'officiel. Mais selon le team officiel de l'équipe nationale, c'est 2 matchs amicaux contre la Guinée et contre la Mauritanie. Beaucoup d'autres choses sont annoncées pour la préparation du Bénin. Le Bénin va se préparer à Marrakech au Maroc et il faut dire que les écureuils pour la compétition vont séjourner dans l'hôtel, le luxueux hôtel de Mercure à Ismaïlia en Égypte. Les écureuils entrent en compétition le 25 juin face au Black Star du Ghana. Du handball dans cette émission à présent. Après plusieurs années d'absence sur la scène continentale, l'équipe nationale senior masculine de handball a participé aux éliminatoires des Jeux africains Maroc 2019 de la zone 3 du 29 au 1er mai dernier à Ouagadougou au Burkina Faso. Les écureuils n'ont pas pu obtenir leur ticket pour les Jeux africains de 2019. Lors de leur première sortie, ils ont courbé l'échine contre le pays hôte, le Burkina Faso, 28 contre 34. La deuxième sortie hier face au Nigeria, défaite des Béninois, 29 contre 35. Toujours chez les hommes, il y a le Nigeria qui a battu le Burkina Faso 25 à 21. Et il faut dire que du côté des dames, 2 équipes participaient à ces éliminatoires de la zone 3 pour le compte des Jeux africains de Maroc 2019, le Burkina et le Nigeria. Et c'est le Nigeria qui a arraché le seul ticket en jeu. Et le Nigeria a battu le Burkina lors de la rencontre aller 34 à 29 et au retour 33 à 26. Et du Scrabble avec vous, René Sagbo, l'équipe nationale du Bénin a participé il y a quelques jours ou vers la fin du mois d'avril
au 4e championnat d'Afrique à Kintele, au complexe Kintele du Congo-Brazzaville. Le Bénin n'a pas pu conserver ses titres obtenus au Mali, précisément à Bamako, l'année dernière. Exactement, le Bénin s'en sort simplement avec une médaille de bronze obtenue par Julien Faton. Et aujourd'hui, la grosse interrogation est de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer du côté de Brazzaville. La réponse reste certainement à venir par l'encadrement technique qui a accompagné cette sélection du côté du Congo. Mais pour le moment, il faut simplement dire que nous avons assisté à une contre-performance parce que, vu la préparation de cette sélection nationale, on ne comprend pas ce qui a pu arriver. Et même au niveau de l'épreuve classique où on attendait le Bénin, il se fait que c'est Julien Faton qui occupe la 5e place, ce qui pose véritablement un problème. Mais simplement, il faut dire que le champion Adjovi avait déjà déclaré avant le départ de la délégation que ça allait être difficile parce que le Bénin était la nation à abattre du côté du Congo-Brazzaville et ça n'a pas raté. Arnaud Agagbo, au-delà d'être la nation à abattre, est-ce que cela n'a pas été une mauvaise préparation, la cause de cette désillusion? Parce que le président de la fédération, Renaud Roland Couton, avait affiché une grande ambition en début d'année, conserver les titres et aller au championnat du monde et ramener encore une médaille d'or. Les résultats obtenus à Kintele sont décevants. Maintenant, on dit qu'il y a une mauvaise préparation, je ne saurais le dire parce qu'avant d'aller du côté de Kintele, il y a eu les championnats. D'accord, il y a eu les championnats nationaux qui se sont déroulés. Il y a eu d'autres compétitions encore qui se sont déroulées. Donc, les simultanés. Voilà, qui ont eu lieu. Donc, les joueurs, les internationaux béninois se sont préparés pour cette compétition-là. Mais il s'est fait que sur le terrain, vous savez, vous pouvez bien vous préparer. Et lors de la compétition, c'est un sport cérébral. Et une petite hésitation ou une perturbation, pourquoi pas psychologique aussi, peut vous amener à passer à côté. Je suppose que c'est un truc du genre qui s'est passé. Merci à vous. Et pour boucler le tour d'horizon de l'actualité sportive au plan national du badminton, les badistes béninoises Everine Akakpo et Amadine Makou ont ramené 2 médailles de bronze de la 3e édition des internationaux de para-badminton en 2019. La compétition s'est déroulée du 23 au 28 avril dernier en Ouganda. Le Bénin a été représenté par 6 athlètes, 3 filles et autant de garçons encadrés par le coach Albéric Alakpini. Le chef de la délégation est naturellement Abdel Rahman Ourou Barret, président du comité national paralympique du Bénin. Passons à présent au débat. Nous allons parler surtout des écureuils du Bénin et de ces récriminations contre les hommes en noir et les arbitres des championnats nationaux de football de 1e, 2e et 3e division. Commençons avec les écureuils du Bénin. Et depuis que le tirage au sort de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulé au Caire, nous n'avons pas encore eu le temps de décrypter le groupe du Bénin ici. Et rapidement, Arnaud et René vont livrer leurs premières analyses de ce groupe hérité par les écureuils du Bénin pour le compte de cette phase finale de la plus grande messe du football sur le continent africain. Arnaud, le Bénin se retrouve avec le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau. Quelles sont, selon vous, les chances de ces écureuils? Est-ce que c'est le meilleur tirage que le Bénin pouvait avoir lors de cette cérémonie? Je ne pense pas que c'est le meilleur tirage que le Bénin
a pu avoir. Parce que quand vous tombez sur le Cameroun, vous tombez sur le Ghana, à eux deux, pour ces pays-là, c'est 9 coupes d'Afrique remportées. Le Cameroun en a 5 et puis le Ghana 4. Et ces deux nations aussi, c'est pratiquement une quarantaine de participations. Le Bénin n'en est qu'à sa 4e participation. Maintenant, quand vous voyez une équipe finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, le Cameroun, c'est vrai, on va me dire que c'est la faillite des grands qui a permis au Cameroun d'être là, mais c'est une équipe qui a su faire avec sa force. C'est une équipe qui surgissait comme vraiment de bons lions, de nulle part ils sortent. Ils surgissent de la brousse et puis, paf, ils gagnent et ils ont remporté. L'Égypte n'a pas pu tenir en finale. Donc c'est toujours difficile de jouer le Cameroun. Le Ghana également, c'est vrai, ils ont des difficultés, mais le Ghana reste le Ghana. Et vous avez par la suite les Likaon qui en sont à leur 2e participation. Là, vu ce qu'ils ont fait du côté du Gabon pour leur première participation, ils ont fait une bonne prestation. Même s'ils ont perdu les 3 matchs, ils ont gagné. Ils ont joué contre le Gabon. Ils étaient dans le groupe du Cameroun et après le Burkina Faso. Donc on les a vus comment ils ont évolué. Ils ont fait quand même une bonne prestation. Même s'ils sont sortis, il y a toujours un joueur dont le nom était dans ma tête que je craignais parce que... Ketty ou... Piketty. Oui, Piketty. Voilà, c'est un joueur, un très bon manière de balle, ce joueur-là. Il avait fait mal, même si son équipe n'a gagné. C'est une équipe qui est en pleine progression. Donc, ce n'est pas un groupe aussi très facile pour le Bénin, même si je pense que le Bénin a son mot à dire. Le Bénin a son mot à dire, René Sago. Ben, il faut dire que c'est du lourd pour le Bénin dans ce groupe F, c'est vrai. Nous n'allons pas faire la bouche mielleuse. Akapo l'a dit, c'est 5 titres pour le Cameroun et 4 titres pour le Ghana. Et vous savez bien que le Cameroun est détenteur du trophée et n'atteint pas ce niveau de compétition qu'il veut. C'est vrai, le Bénin a son mot à dire. C'est aussi vrai que nous avons désormais l'obligation de bien négocier la première sortie du Bénin face au Ghana, sous peine de faire nos adieux à cette compétition parce que ça va être vraiment difficile et surtout cette équipe de Guinée-Bissau qui est prenable pour le Bénin, mais attention, elle ne s'est pas retrouvée à ce stade de la compétition par hasard. Donc, elle a terminé première de son groupe dans les éliminatoires. Mais voilà, donc pour moi, je pense sincèrement que le Bénin doit vraiment négocier les 2 premières rencontres. Ça va être hyper difficile face au Cameroun parce que c'est l'une des équipes qu'il faut éviter en phase finale. Et surtout rechercher maintenant l'une des 2e meilleures places. Je pense que c'est ça qui va être l'objectif numéro 1 pour l'encadrement technique du Bénin. Et il faudrait, comme on l'a dit, qu'on se prépare activement. C'est vrai que l'absence de capitaine à cette première sortie va être encore un nouveau casse-tête pour Michel Dussuet, qui saura trouver certainement la solution idéale comme il a fait face au Togo. Oui, et parlant de cette absence du capitaine Stéphane Sesseyon lors de la première sortie du Bénin en Égypte, Anou Agagbo, la CAF qui applique simplement le règlement de la compétition des éliminatoires, le capitaine a écopé de 3 cartons jaunes au cours des éliminatoires, donc est suspendu pour un match automatiquement. Et le carton rouge direct écopé contre les Fennecs de l'Algérie lors de cette 4e journée des éliminatoires. C'était du côté du stade Général Mathieu Kérékou le 16 octobre dernier. Cette peine, les 2 matchs, a lui infligé par la Confédération africaine de football qu'il a purgé lors de la 5e et 6e journée contre la Gambie et contre le Togo, ici le 24 mars dernier. Maintenant, est-ce que, on l'a déjà vu faire, Michel Dussuet, il s'est passé de ses services, surtout face aux éperviers ici. Est-ce que cela va jouer trop sur la prestation de l'équipe?
En fait, lorsque vous voyez un peu l'impact de Stéphane Sessegnon dans l'équipe nationale du Bénin, ce n'est pas pour rien qu'il fait partie des meilleurs buteurs de cette sélection-là. On peut comprendre, on peut déjà entrevoir que sa non-disponibilité pour ce match-là peut être un sérieux handicap pour l'équipe nationale parce que c'est le dépositaire du jeu des écuries du Bénin et c'est lui qui, c'est le capitaine d'ailleurs, et c'est lui qui sait apporter le rythme, ralenti, accéléré. Et donc, si l'accéléreur de particules d'une équipe n'est pas présent, forcément, il y a matière à réfléchir lorsque vous êtes sélectionné, que vous perdez votre meilleur pion, forcément. Donc maintenant, on a déjà vu les écuries du Bénin jouer sans Sessegnon. Il y a une équipe du Bénin qui joue avec Sessegnon. Il y a une autre qui joue sans Sessegnon. Le match Bénin-Algérie, écoutez, c'est d'un autre niveau. Surtout qu'il avait commencé le match, on menait, il est sorti. Donc il ne faudrait pas qu'on prenne ce match-là comme une référence pour dire que sans Stéphane Sessegnon, le Bénin peut aller loin. On a vu le Bénin jouer 2 fois sans Stéphane Sessegnon. En Gambie, l'équipe a résisté pendant 70 minutes et s'est liquéfiée après. Contre le Togo, on a joué, c'est vrai, mais on a senti l'absence de Stéphane Sessegnon dans cette rencontre-là. Donc, il sera difficile pour Michel Dufay de remplacer qualitativement Stéphane Sessegnon contre le Ghana, parce que c'est du Ghana qu'il s'agit. Il faut quelqu'un pour conserver et faire des fautes pour faire monter l'équipe. Stéphane Sessegnon n'est pas là, alors qu'il c'était quelqu'un qui pouvait jouer ce rôle-là. Nous allons revenir sur cette actualité des écureuils lors de nos prochaines émissions. Mais en attendant, nous vous informons que les séances d'entraînement de l'équipe béninoise vont se dérouler sur les installations du club de la 2e division égyptienne, Canal FC. Et le Bénin va jouer naturellement la compétition au stade de Ismaïlia pour compléter l'actu des écureuils avec vous, Arnaud Akapo. Nous allons prendre quelques informations sur les internationaux béninois qui étaient sur l'aire de jeu le week-end écoulé ou en début de semaine. Oui, on va commencer par, pourquoi pas, celui qui pourra remplacer le capitaine Stéphane Sessegnon lors de ce match contre le Ghana, Sébi Soukou. Le joueur de Hansa Rostock, c'est un élément qui évolue en 3e division allemande. Il a disputé l'intégralité du match. Hansa Rostock Sport Freund Lotto, 0 but partout entre les deux formations. Il faut dire que Sébi Soukou a déjà marqué 9 buts en 29 matchs avec son club qui est 5e actuellement après 20 matchs joués pour le néo-international des écureuils. On quitte l'Allemagne, on revient en France. En France où évoluent quelques joueurs béninois, il faut dire que dans ce côté-là, avec Niort, il y a 2 écureuils qui sont avec ce club de D2, 11e actuellement au classement. Il faut dire qu'il y a David Gigla qui était passeur sur le match entre Valenciennes et Niort, 2-1 pour ces écuries qui ont évolué. Il a passé sur le premier but. Et puis dans les buts, il y a Sartuné Alagbé, 90 minutes également pour le gardien, l'ancien gardien d'Aspa, qui, lors de la 34e journée, parce que nous jouons la 35e, nous avons joué, si nous ont joué la 35e journée la dernière fois, lors de la 34e journée, avait arrêté un pénalty et a permis à son club de faire nul, 1 but partout. On reste toujours en France avec 2 autres écureuils qui jouent en Ligue 2. En Ligue 2, bien sûr. Il y a le capitaine de Sochaux qui jouait contre Gazalek d'Ajaccio. C'est bien sûr l'autre club de Olivier Verdon. Vous parlez du capitaine de Sochaux, c'est Olivier Verdon, ou vous parlez du capitaine de l'AJ Auxerre. Ah ben oui, bien sûr, c'est vrai. Ça embête un peu. Je veux parler d'Olivier Verdon. C'est Olivier Verdon qui avait joué en Ligue 2. Il a fait 90 minutes et il a d'ailleurs marqué son premier but en pro. Donc son club a gagné 2-0 donc, pour ce déplacement chez Ajaccio. Il faut dire que c'est vrai, avant le match contre Ajaccio de Sochaux, c'était Auxerre qui avait joué contre Ajaccio lors de la 34e journée. Donc pour parler de Auxerre, il y a Adeoti qui n'a pas joué, il était sur le banc. On quitte la France, on va directement de l'autre côté de la Manche pour parler de Cécile d'Almeida et son club Yovitan, le club de 4e division, et son club Wiropa
en 5e division. Et ils sont 24e, 24 jours en Angleterre. Le joueur de Middlesbrough n'a pas joué, lui, de ce côté-là. Lui aussi, il est... c'est le retraité de l'équipe nationale. Oui, le retraité, il y a pratiquement un an qu'il était retraité. Bon, il a annoncé aussi son retour. On ne sait pas s'il va revenir. Du côté de la Turquie, il y a un doublé pour Michael Poté. Il est à 14 buts actuellement avec son club Adana Demirspor. Son club a gagné 4 buts à 1. Il a signé un doublé. Stéphane Sessignon, le capitaine, avec Gençler Birliği, eux, ils sont premiers de la Super League, c'est la 2e division turque. Ils sont quasiment assurés de jouer la suite de ce championnat parce que son club est premier. Et donc, il y aura les playoffs pour voir ceux qui vont monter. Il faut rappeler que le club de Poté est 6e. C'est la place qualificative pour les playoffs. De ce côté-là, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas joué. C'est bien sûr le gardien titulaire de l'équipe nationale, Fabien Fanol. Il n'a pas du tout joué avec son club. Khaled Adeno aussi du côté de la France a fait 90 minutes. Il faut aussi rapidement, la dernière information, c'est le Vaduz, le club de Liechtenstein de Joseph Dossou. Il est sacré, je peux dire pas champion, mais vainqueur de la Coupe de Liechtenstein. Ils ont gagné 3-2 en finale. Les écureuils connaissent fortune diverse en cette fin de saison sur le vieux continent René Savo. Ben effectivement, les fortunes diverses, et je pense qu'à la veille de cette CAN, il revient à l'entraîneur qui séjourne, selon mes informations, du côté de l'Hexagone. Une précision, normalement, selon la feuille de route qu'il a rendue publique avant son départ de Cotonou, il devait revenir à Cotonou le 1er mai, donc c'était hier, donc il devrait déjà être là. Bon, espérons, nous n'avons pas eu l'information encore sur son retour. S'il séjourne là-bas, il va profiter pour voir un peu la forme de certains et avoir déjà une première idée sur sa présélection avant la dernière ligne droite, avant le départ pour l'Égypte. Voilà. Parlant des écureuils et de leur 4e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons posé la question à Franck Simon, journaliste à France Football, qui connaît bien le football africain, qui connaît bien également le football béninois, parce qu'il nous a confié qu'il suit les Dragons de Lomé, le football béninois, depuis au moins 25 ans. Est-ce que les écureuils ont une chance pour passer le premier tour à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la première CAN qui va se dérouler à 24 équipes? Suivons-le. En fait, je suis le football béninois depuis très longtemps. Le premier nom que j'ai eu à entendre, c'était les Dragons de Lomé. Donc, vous voyez, ça remonte au début des années 80, ça ne nous rajeunit pas. Ensuite, moi, je travaille sur le football africain depuis 30 ans aussi, donc naturellement, j'ai pu mesurer les progrès fantastiques accomplis par l'équipe nationale. Ce sont des progrès qui sont dus aussi au fait qu'aujourd'hui, le joueur béninois s'exporte. Le joueur béninois, on le trouve dans d'autres championnats que les championnats béninois ou africains. Et donc, ça a aidé à porter l'équipe nationale vers d'autres sommets. La 4e qualification à la Coupe d'Afrique, elle est aussi due au fait qu'il y a des garçons qui sont dans des grands championnats hors du continent africain et ils font profiter la sélection de ça. Et puis, il y a l'apport de quelqu'un qui, je pense, est d'une grande générosité, qui est le technicien Michel Dussuyer, qui n'en est pas à son premier coup avec les écureuils et qui fait bien travailler. Donc, les chances... Ils ont toutes leurs chances de figurer parmi, je pense, les 8e de finalistes. Il faudra accrocher une victoire nécessairement. Contre la Guinée-Bissau, ça me semble très possible. Pourquoi pas accrocher un nul contre le Ghana? Ça tombe bien, c'est les 2 premiers matchs qui leur sont proposés. Et puis peut-être après, voilà, pourquoi pas aller chercher l'exploit contre le Cameroun. Mais je pense qu'avec déjà 4 points, ils auraient leur chance d'aller au deuxième tour, en 8e de finale. Et ça serait déjà quelque chose de fantastique. Je rappelle que les écureuils, après 3 phases finales, n'ont remporté aucun match. Leur meilleure performance, c'était un match nul. Donc vous voyez, ça serait un progrès exceptionnel. Mais je crois qu'ils en sont capables. Je crois en cette équipe. Il y a vraiment des bons joueurs. Des joueurs qui sont issus de la diaspora, des binationaux. Et il faut vraiment considérer que ils ont les qualités pour, ils ont cette envie surtout de tirer l'équipe nationale vers le haut. Et je pense que ça serait un bien formidable pour le football béninois, mais tout simplement pour le sport béninois. Aujourd'hui, si on parle positivement du Bénin, ça sera aussi parce que l'équipe nationale aura fait tout ça. Ils ont battu l'Algérie, ils ont battu le Togo. Ça veut dire quand même qu'ils ont des qualités.
La phase finale, c'est tout autre chose, donc c'est à eux de démontrer d'autres qualités encore, de compétiteurs, de grands compétiteurs dans la phase finale en Égypte. Un mot sur l'arbitrage au Bénin depuis le démarrage de la Vital'Or Ligue 1 et de la Vital'Or Ligue 2 ou des différents championnats nationaux de football, les hommes en noir ne cessent de faire l'objet de critiques par les supporters, les entraîneurs, les responsables et dirigeants de clubs. La fédération est allée de sa sanction lors de la phase aller en sanctionnant plusieurs arbitres qui ont, selon la FBF, commis des fautes d'insuffisance de prestations notamment. Mais on dira que la phase retour, on joue 8 journées seulement, mais il y a eu plus de critiques envers l'arbitrage que lors de la phase aller à Nouakchott où on a vu lors de la 25e journée du côté de Boycon cette polémique sur ces images. Vous pouvez constater est-ce qu'il y a but ou pas. Ça devient beaucoup. Même moi qui suis ici jusqu'à présent, je ne saurais dire s'il y a but sur ce match, Jacques, sinon tonnerre, Jacques. Donc, c'est vrai, les critiques sur l'arbitrage, c'est légitime. Parce que on sait comment ça se passe. Je ne pense pas que si le problème s'est posé à la phase aller, et la FBF, vous l'avez dit, la commission est allée de sa sanction, mais c'est un problème qui est profond. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique ou après une sanction que cela va se régler comme cela. On a reçu Sito Rafiatou aussi. Il a dit un peu comment ça se passe. Il faudrait que la compétition se répète afin que les arbitres puissent s'améliorer. Si aucun arbitre n'est à la CAN aujourd'hui, alors qu'on a vu un certain Bonaventure Kofi Kojia ici, il a sifflé des matchs de CAN. On sait ce que c'est. Cette finale de 2008, oui, c'est vrai aussi. Cameroun-Égypte. Donc il y a toujours beaucoup de problèmes. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain. On va vous répéter. Je vais terminer rapidement. Si aussi en Europe, il y a 5 arbitres sur les terrains, il y a 36 caméras, 18 caméras, 26 caméras, il y a même la VAR. La VAR, et pourtant les problèmes d'arbitrage subsistent toujours. Il faudrait qu'on mette quand même un peu de bémol dans nos critiques acerbes, des fois à tort ou à raison, sur l'arbitrage. Parce que même là où la technologie est avancée, les problèmes sont toujours là. On parle toujours des buts marqués. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il n'y a pas faute? Est-ce que, franchement, il faudrait qu'on quand même voit un peu, on regarde un peu dedans pour nos arbitres, mal formés, mal aussi rémunérés. Mal rémunérés. René Sabo, les arbitres, et encore les arbitres, et toujours les arbitres. Et même, on va le passer lors de la prochaine émission. Les 2 journalistes qui étaient sur le TIC 2F, Lamine Badiane et Franck Simon, se sont prononcés sur l'arbitrage au Bénin. Il paraît que l'arbitrage au Bénin, c'est le problème même du football béninois. Ben oui, on peut peut-être l'affirmer, mais pour le moment, moi, il a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, parce que je ne suis pas là pour faire une bouche mielleuse. Alors, nous avons vu au niveau de la phase aller, au niveau des stades, nous avons la chance de couvrir quand même un maximum de stades. La présidente des inspecteurs des arbitres qui était sur les stades, on a eu le résultat, les arbitres sont sanctionnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pour la manche retour, pas d'inspecteur d'arbitre. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce un problème de moyens? Je n'en sais rien. Mais nous avons eu quand même des décisions d'homologation, des sanctions qui sont tombées. On les a trouvées dures ou moins dures. Nous avons eu un classement qui n'a pas fait l'objet de contestation. Et tout le monde a applaudi quand même cette commission pour le travail de correction, de rappel à l'ordre
et même des arbitres qui ont été relégués en deuxième division avec des appréciations pêle-mêle. Mais le constat est que depuis le coup d'envoi de la manche retour, nous sommes aujourd'hui à la 27e journée, bientôt à la 28e journée, plus d'inspecteurs d'arbitres sur les rencontres. Et de ce côté, vous comprenez bien que l'arbitre qui n'a pas un supérieur et qui ne sait pas qui l'est observé et noté peut se laisser aller à de largesses, à faire ce qu'il veut. Et moi, je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut en réalité? Parce que nous sommes à 10 journées de la fin de cette compétition et vous voyez bien ce qui se passe au niveau de la Ligue 2. Sa bataille dure, au niveau de la Ligue 1 aussi. Sa bataille dure, et c'est plus serré à ce niveau. Et à ce niveau, c'est là où se situe mon inquiétude. Pourquoi on n'a plus les inspecteurs d'arbitres? Oui, mais qu'on ne trouve pas que c'est inutile parce qu'aujourd'hui, nous avons eu par exemple des rencontres de la CAN la dernière fois, Togo-Bénin, sur la coupe des éliminatoires, les phases finales, où on met des inspecteurs. On l'a bien applaudi au niveau de la fédération. Nous allons poser la question. Nous allons poser la question aux responsables de la Ligue. C'est vous dire que quelque part, les autres sont des hommes. Ils peuvent être exposés à tout ce que vous savez. Je ne dis pas que c'est ça, mais celui qui est là, qui se sent libre, on lui dit fais ça, moyennant ça, les conséquences sont là. Et moi, mon souhait, c'est que ce championnat qui a bien démarré, qui est applaudi, bien organisé par Mathieu de Chacus et son équipe, ne sombre pas pour l'arbitrage. Ça va être vraiment dommage. Oui, et on reste avec vous. À côté de l'arbitrage, autre difficulté dans ce championnat, c'est les pelouses. Les pelouses. Là, c'est l'un des grands mots parce que si vous prenez le cas du match Asvo-Esae, il faut reconnaître que les deux équipes n'ont pas eu la possibilité d'asseoir le ballon. L'aire de jeu n'était pas bonne. Elles ne peuvent pas d'ailleurs le faire parce que... Voilà, l'aire de jeu n'était pas bonne et les joueurs que nous avons interrogés au niveau des deux équipes, on est amené à dégager le ballon parce que si vous voulez asseoir le ballon, faire des dribbles, vous allez... L'aire de jeu ne permet pas, le ballon change de direction, vous pouvez encaisser et on tire. Ouais, mais il y a une question. Parlant des aires de jeu, il y a une commission qui a été chargée de visiter ces installations et de les homologuer. Est-ce que les hommes qui ont effectué ce travail avant le démarrage du championnat le 27 octobre dernier du côté du stade municipal de Parakou ont-ils vraiment mesuré le danger ou les risques en acceptant que les joueurs aillent prester à ce niveau? Oui, monsieur Layo, je peux vous dire que la commission a fait son travail. Parce que si vous voyez au départ, il a des terrains, Ndali et Dango. Au moment où la commission était partie, ces terrains n'étaient pas programmés. Maintenant, il a eu, du côté du ministère, des travaux qui ont été lancés. Le terrain d'Adjoun était relativement praticable. Non, c'est la même chose. Non. Je refuse pas. Et la commission a homologué le terrain de Béké? Non, le terrain de Béké. Béké jouait à Bembé. Oui, le terrain de Béké, la commission l'a homologué? Oui, c'est une pelouse pour la pratique du football. Ce que je vais expliquer. C'est pour vous dire que la commission, il y a eu des largesses à ce niveau. La commission n'a pas bien fait son travail. Le terrain de Béké ne peut en aucun cas être validé. C'est pire que Dango. Ouais, ce que je vais vous expliquer, quel a été, depuis plus de 20 ans, quel a été le mal de notre football? Quels sont les aires de jeu le problème qui sont pratiqués? Le problème n'est pas là. Parce que... Non, ce que je vais expliquer, on a essayé de voir ce qu'on peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, souvenez-vous, nous l'avons dit sur ce plateau au début du championnat, on devait aller précipitamment, il fallait lancer le championnat. Tout le monde a applaudi sans bien voir toutes ces considérations. Je peux vous rappeler que nous avons déjà soulevé le problème était revenu. On était obligé, on l'a dit, on était obligé
de faire avec ce qu'on avait, en attendant que le ministre des Sports promettait... Aujourd'hui, si on rêve exporter notre football, le football, même le stade Charles de Gaulle, je vous fais économie de ce qu'en pensent Lamine Badiane et Franck Simon sur cette installation ou sur ces installations de Charles de Gaulle. Il y a également la GSP, Jean-Pierre Gasson. Voilà. Et pour la GSP, selon des informations recueillies, ce terrain devrait recevoir également une pelouse synthétique et c'est dans un projet. Nous allons revenir parce que nous avons posé la question à Monsieur Didavi, Bruno Didavi, président de la GSP. Il a dit juste à ce qu'il quitte la fédération que la réfection du stade Jean-Pierre Gascon était également en projet. Maintenant, reste à savoir si avant la saison 2019-2020, qu'est-ce qui sera fait? Qu'est-ce qui sera fait? Parce que c'est le plus important. Qu'est-ce qui sera fait pour que les joueurs aient maintenant de bonnes conditions pour faire circuler, pour présenter du beau spectacle? Parce que c'est le spectacle et les émotions qu'ils vendent au public. Parce que nous créons ici, le public n'effectue pas le déplacement pour suivre les rencontres. Mais est-ce que vous pensez qu'un public peut aller suivre un football? Même, pas de rebond. On dit, quand on était au cours primaire, qui gagne? On lance la balle. C'est pas de rebond. Parce que si jamais tu laisses le ballon rebondir, vous avez peut-être raison. Mais ce que je dis, espérons que les aires de jeu qui ont été promises, qui sont en travaux, puissent voir le jour afin que la prochaine saison soit meilleure. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites l'état de lieu, en l'état, il n'y a pas mieux. Je ne sais pas. Vous voyez, quand vous prenez le stade du Kagezo, c'est du rouge. Mais on essaie de faire avec. Donc, c'est un problème d'infrastructure. Espérons que la saison prochaine, on puisse avoir d'autres stades. C'est vrai qu'on a Latitengu synthétique, mais on ne va pas jouer là-bas. Dommage. Voilà. Nous y reviendrons certainement au cours d'une de ces émissions de Sport Plus. Mais passons à l'actu inter. Commençons par la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui s'est tenue du côté de la Tanzanie. Le dimanche dernier, c'était la finale entre la Guinée et le Cameroun. Et 16 ans après leur premier sac, ce sont les jeunes Camerounais qui règnent désormais en maître sur le trône de la CAN U17 et ils ont battu les Guinéens au bout du suspense. 5 tirs au but à 3. Le score était de 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Mais nous allons suivre, en attendant, nous allons suivre rapidement le résumé de cette finale. And now...
Mais si certains observateurs du football louent la qualité de cette 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations cadettes, d'autres n'apprécient que les polémiques récurrentes sur l'âge des joueurs. Suivons ici l'avis tranché de Lamine Badiane, responsable à la communication de FIBA Afrique. C'est une déception parce que quand on prend des enfants de 17 ans et qu'ils devraient être ceux qui doivent jouer cette compétition et qu'on se retrouve avec des réserves où il y a des over-âge, des gens qui sont plus vieux, ça dénature complètement le jeu, ça dénature la compétition. Et moi, je fais partie de ceux qui pourraient dire arrêtons cette compétition des U17 parce qu'à chaque fois, c'est de la triche et à chaque fois, on est en train de voir que voilà, ceux qui ont gagné ne sont pas toujours ceux qui le méritent, quoi. Donc, si vous arrivez à 19 ans, vous savez, dans cette catégorie d'âge, il suffit de 6 mois. Celui qui a 17 ans et celui qui a 17 ans et demi, c'est complètement différent. Donc celui qui a 17 ans et demi est plus âgé de 6 mois et automatiquement, il y a une différence qui se fait sur le terrain. René Sago, un mot rapidement sur cette compétition qui, depuis quelques années, se fait signaler non seulement à travers sa qualité, mais également à travers les réserves contre des joueurs par d'autres équipes participantes. Ben, effectivement, c'est ça. Vous voyez, lorsque vous observez un peu certaines rencontres de cette dernière Coupe d'Afrique dans cette catégorie, vous vous rendez compte que certains joueurs paraissent vraiment plus âgés que la tranche d'âge qui a été recommandée. Et là, c'est un problème qu'il va falloir qu'au niveau de la CAF, on prenne au sérieux et qu'on puisse trouver des solutions. Nous avons eu le Bénin qui a été accusé il y a quelques semaines, quelques mois, mais pour ce qu'on a vu là, le 2 septembre 2018, des gens sont plus vieux que ce que le Bénin a aligné, ben, ça pose un problème. Il va falloir que quelque chose soit fait. Ça commence par s'accroître. Hein. Les voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la tricherie au niveau de ces catégories d'âge. La CAF paraît vraiment diminuer. On a l'impression que la CAF ne sait pas. Il faut dire hein, que c'est une sorte de système de tricherie en bande organisée. C'est vrai, le Bénin, je suppose oui, bien sûr. Je suppose que le Bénin ne maîtrise pas trop comment ça se passe. Et aussi les rouages de cette forme de tricherie-là, parce que quand vous prenez le Maroc, n'est pas, il faut parler en termes clairs. C'est le Maroc qui a porté réserve contre les Camerounais. Parce que le Sénégal également a porté réserve contre les Guinéens. Oui, voilà. Donc pour dénoncer un peu, encore qu'ils sont tous coutumiers du fait. Peut-être qu'ailleurs, la coupure d'âge est moindre. Sinon, vous voyez quelqu'un qui a commencé par jouer, vous l'avez côtoyé, vous avez fait les bancs avec lui, et c'est après, 10 ans après que le gars se retrouve, vous le voyez dans une sélection junior, que vous avez 27 ans, vous avez 28 ans ou 30 révolus, c'est le gars, le mec te dit, il a moins de 20 ans, tu te dis, mais attention, est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Mais on dit que c'est l'âge de footballeur, parce que c'est après 27 ans que réellement maintenant, la lumière commence à briller, où le soleil a commencé par lever de son côté, et c'est là qu'on l'appelle. Il fait quoi? Eh bien, il prend une hache, il cisaille son âge, et il remet encore un autre acte de naissance en circulation. Et donc, ça appelle quoi? Ça interpelle ses dirigeants, ça interpelle ses parents, et ça interpelle même ceux qui le connaissent. Eh bien, dénoncez-le, ça peut coûter ce que ça peut coûter. Maintenant, il y a même les dirigeants de clubs qui font cette histoire-là. On a su, c'est bien après que les gens ont su que, mais cette histoire-là, attention, il y a tricherie. Sinon, c'était, avant, je ne vais pas citer un pays, mais des pays anglophones qui ont commencé cette histoire-là et c'était eux qui jouaient. Quand vous prenez une histoire qui était sortie en temps avec un joueur qui a joué la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2005, ici, il a joué à Cannes. Il a joué à Marseille, il a joué un peu partout. On dit que c'est taillé. Bon, ce qui est sûr, on dit qu'il a 27 ans et que son frère ou sa soeur jumelle a 39 ans. 12 ans de décalage, c'est souvent ce qui se passe. C'est un peu ça. C'est dommage, c'est malheureux.
mais il faut qu'on peut-être cherche une autre forme pour pouvoir vérifier vraiment l'âge. Aujourd'hui, la technologie qui existe, c'est l'IRM. Apparemment, ça a des insuffisances. Apparemment, il y a des insuffisances. Parce qu'on te parle d'IRM, on te dit qu'il y a une marge de 4 ans. Une marge de 4 ou 3 ans pour voir si... Parce que ce n'est pas que le truc de datation ne donne pas l'âge réel du joueur, mais c'est à peu près. C'est au niveau du poignet, on voit si tes ligaments sont encore en place, parce que après 18 ans ou après 20 ans, ça ne donne pas ce que ça va donner. Bon, voilà un peu, c'est dommage, mais c'est comme ça, cela se passe. Est-ce que vous êtes d'avis, c'est oui ou non, hein, et vous en 10 secondes, vous expliquez. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent qu'il faut arrêter cette compétition, la CAN U17? Moi, je ne suis pas d'accord parce que, quelque part, vous savez, il ne faut pas qu'on dépasse ces catégories. On va des U17, des juniors, seniors. Donc, mais est-ce que le football africain est organisé pour qu'on ait les différentes catégories d'âge comme les autres le font en Occident, par exemple? Non, ce n'est pas organisé, mais ce n'est pas les moyens qui vont manquer. C'est dit, il faut chercher, comme Akapola dit, chercher des solutions pour pallier. Et vous, non, on peut pas arrêter. Il faut juste qu'on mette les licences électroniques à disposition. Le joueur qui entre dans un centre à 8 ans, on sait qu'il a une licence d'IA électronique à 8 ans, on le suit. La ne va plus s'opposer à 12 ans, à 14 ans, à 17 ans. Merci à vous et nous allons rester avec vous pour découvrir les affiches des demi-finales retour des compétitions africaines des clubs 2019. Oui, il faut dire qu'au niveau de la Ligue africaine des clubs champion, c'est bien sûr ça. Hein. Le TP Mazembe, battu 1-0 par l'Espérance sportive de Tunis, aura l'occasion le 4 prochain, ce sera le samedi, pour remonter la pente et se qualifier pour une finale. De l'autre côté, pour la deuxième demi-finale, il y a Mamelodi Sundowns qui reçoit le Wydad Athletic Club de Casablanca, 2-1 à l'aller pour les Marocains. Il faut quand même dire à ce niveau que les 4 pays qui sont en demi-finale les 4 clubs qui sont en demi-finale sont les 4 clubs les récents, les derniers vainqueurs de cette Ligue africaine des clubs champions. Ça veut dire qu'il y a une suite dans cette compétition. Du côté de la Coupe CAF, il y aura Renaissance Berkane battu 2-0 par le club sportif sfaxien qui joue dimanche et reçoit l'autre club de la Tunisie. L'Étoile sportive du Sahel va recevoir le Zamalek club de l'Égypte. Bien sûr, 1-0 pour le club égyptien au match aller. Et donc, ce sera samedi et dimanche pour ces 2 demi-finales retour en Coupe CAF et en Ligue des Champions. Et votre pronostic pour les affiches finales? Pronostic, quand j'ai vu Mamelodi Sundowns qui a battu à la Ligue 5-0 au match aller et aller se faire juste 1-0, je peux dire que le Mamelodi Sundowns peut remettre un couvert, sinon le couvert pour ce match retour parce que juste 1-0 et ce club-là peut se calmer. Le TP Mazembe aussi peut toujours le faire parce que les Corbeaux à domicile, c'est aussi du lourd. Oui, c'est du lourd. Et de votre côté, René Sabo, juste un mot sur cette compétition, la Ligue africaine des champions et la Coupe de la Confédération. Non, un mot, c'est d'abord de saluer, je veux dire, l'émergence des équipes qui, aujourd'hui, travaillent ensemble. Vous avez vu, El Ali est tombé alors qu'ils ont dominé cette compétition pendant longtemps. Ça veut dire qu'un travail se fait. Il n'y a plus de petite équipe et c'est bon pour le suspense, c'est bon pour la compétition. Et bonne chance à toutes les équipes. Et ce sera tout pour le compte de cette émission Sport Plus. Nous vous remercions d'être restés fidèles et à la semaine prochaine.